Donc, bonjour à vous tous. Merci à Main Blanche de m'offrir l'opportunité de venir parler de drogue et de bande dessinée. Merci à vous. Ouais. Au milieu de tant d'anges universitaires qui sont évidemment complètement inhibés par leur environnement, par leurs droits intellectuels acquis, par leur doctorat, pour paraphraser cette citation horriblement prétentieuse et saugrenue de Aldous Huxley, que vous connaissez sans doute pour son roman Brave New World ou son essai Des portes de la perception, qui pour une raison m'échappe semble croire qu'aucun universitaire depuis Castaneda n'a eu la chance de perdre la tête dans un délire psychotronique. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour vous inviter à lécher la partie blanche qui est restée au programme. Oui, effectivement, le lieu blanc qui aurait dû être le lieu de mon synopsis, mais que nous avons décidé en équipe de mettre à profit sous la forme d'un buvard concocté maison, afin de faire refléter le fond de la présentation sur sa forme. Donc, tune in, turn on, rock out, enjoy the ride. Et ici, c'est ma pause trop tranquille, bitch, que je me mets dans toutes mes coups. Comme je m'aventure à dire, la bande dessinée vit une affinité thématique particulièrement intense avec les drogues, que ce soit par la présence de Jake lui-même. Les drogues. Yeah. C'est l'entente dans l'espace. Ça fait pour moi, je vais enlever ça. Comme je m'aventurais à dire, bon, hein, que ce soit par celui qui est devenu l'icône du comics contre-culturel, Mr. Natural de Robert Crumb, soit les aventures psychédéliques aussi de 2000 AD, la dénonciation sociale dans Snowbirds Don't Fly. Le comics s'est souvent vu nourri de l'imaginaire étoffé par les maladies artificielles. Mais la question se pose, quel est l'intérêt d'une bande dessinée entéogène? Pierre Bonas, dans son essai Voix de l'extase, dit que le récit sous influence sert de mise en scène de la parole dont l'esthétique irréprochable sert le sens, capable de dépasser le cadre étroit du simple livre et surtout capable d'agir directement sur la conscience et l'esprit de son lecteur. Dans la demi-heure qui suit, plus ou moins, parce que là je sais que je peux faire 45 minutes, nous tenterons d'observer comment la représentation graphique des états altérés causés par l'ingestion de substances psychotroniques sont porteuses de sens quant aux effets vécus par le protagoniste sujet. Notre hypothèse sera vérifiée à travers plusieurs œuvres, desquelles nous progresserons lentement à l'analyse la plus simple, allant jusqu'à la plus complexe, ou dans ce cas-ci, la plus chargée. Effectivement, on va commencer avec une facile, une qui nécessite très peu d'explications. Elle se lit comme suit. Harvey Dent était père et... était mari et père, avait une carrière politique proéminente, et il a pris de l'acide. Dans le cas de Dent, je trouve que c'est très intéressant parce que le sous-texte vient appuyer le mot acide. On le sait tous que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a reçu l'acide au visage. C'est pas qu'il a pris de l'acide. Mais on sait aussi tous que les gens qui prennent l'acide peuvent parfois, dit-on, vivre des séquelles et des parapersonnalités, vraiment des coupures dans leur personnalité qui est extrêmement manifeste ici dans le cas de cher M. Dent. Pour meubler le temps limité qui m'est alloué, beaucoup moins limité maintenant, je vais simplement me concentrer sur une analyse plastique et iconique des bandes dessinées à la manière de ce qui est proposé par Catherine Sauter dans son essai « Le langage visuel ». Donc on va commencer avec une définition très simple, mais très complète, de l'analyse plastique. L'analyse plastique se décrit comme telle. La plasticité recouvre l'ensemble des interventions qui sont faites sur un support de façon à solliciter l'appareil visuel à lui offrir des stimulations suivant les mécanismes que les lois de l'optique et de la physiologie ont décrits et analysés. Ainsi, la plasticité résulte d'une exploitation des phénomènes de la perception visuelle. Et l'autre versant de l'analyse de l'image, tel que proposé par Dame Sauter, c'est l'analyse iconique. Et on dit que l'iconicité désigne les interventions qui sont faites dans le plan plastique pour organiser le registre des contrastes, de telle manière qu'une nomination des formes, lignes et compositions puisse être effectuée. Cette nomination identifie des figurations, des représentations et des représentations, j'imagine, par le biais de la représentation. On reconnaît un objet. Ceci suppose littéralement l'actualisation d'une vision antérieure restée en mémoire. Donc, ceci, évidemment, mène à une analyse sémiotique de l'image. Un autre commentaire sur la littérature entéogène nous provient de Simon Brousseau, de son excellent texte « Emporter le paradis d'un seul coup », provenant du dossier sur l'écriture et l'influence des drogues publié au Salon Double.
Il dit, et je cite, « La drogue est une question pour la littérature parce qu'elle porte en elle la possibilité d'ébranler la réalité et la conception que nous faisons de la réalité. » En d'autres mots, « Reality is for people who can't handle drugs. » Continuons alors avec un autre exemple tiré de la mythologie évoquée plus tôt, celle de Batman et de la mystérieuse toxine manipulée de façon menaçante par le Dr. Crane, mieux connu sous le nom de Scarecrow. Et là, ici, je vais faire une analyse iconique extrêmement brève. C'est une planche, en fait, c'est une double planche extrêmement belle de Enrique Breccia, où vous avez ici la cape de Batman qui se transforme de manière à évoquer la gargouille symbolique que l'on associe tous avec le Dark Knight, et même jusqu'à aller à une transformation de son symbole, de son, pour utiliser l'expression anglaise, de son crest, qui deviendra littéralement une chauve-souris démoniaque qui s'y prendra à Batman. Et tout ça orchestré et vicieusement observé par le regard de Crane qui vient voir les dommages qui sont perpétués par son gaz. Donc là, déjà, vous avez une mise en évidence de procédés psychiques qui existent chez le Chevalier Noir ou le Cavalier Noir. Pas certain, ça dépend de la traduction. En quoi est-ce que la toxine de Scarecrow est capable de faire ressortir les plus importantes peurs des gens intoxiqués? Ici, dans le cas de Batman, on voit que son plus important démon, c'est lui-même. Et qu'est-ce qu'il a construit? Continuons avec une bande dessinée un peu plus... bon, enfin, juste un autre registre. Heavy Liquid, une bande dessinée publiée par les presses de Vertigo, de l'artiste pluridisciplinaire Paul Pope, qui est aussi un designer de souliers et un DJ par occasion. Ouais, non, vraiment. Qui, bon, vous avez vu, manifeste par la canne qui évoque le Naked Lunch de David Cronenberg, veut parler de drogue de manière non sympathique. Donc, on a ici essentiellement une histoire triturée de Naked Lunch, un homme qui se promène avec une substance qui s'appelle le Heavy Liquid, qui évoque définitivement le Magic Mirror de Invisibles, que Francis n'a pas évoqué, mais que je suis sûr que plusieurs gens dans la salle sont familiers avec. Il se l'injecte et c'est ici où on commence à voir des merveilleux petits miracles d'interprétation plastique par rapport à la prise de substance. On a d'un côté un personnage qui se dédouble d'une façon très étrange là-dessus. On a les changements morphologiques qui se font au terme du corps. Bon, ça, c'est tous des symptômes qu'on est capable de reconnaître par rapport aux prises de drogue. Le dédoublement individuel qui se fait ici à cause du miroir et un dédoublement littéral qui se fait dans l'illustration où on superpose deux fois le personnage. Donc, ici, avec le dessin, on vient supposer un très étrange rapport au corps qui est un dédoublement non complet, semi-assumé. La prochaine planche, je vais juste soutenir cette analyse-là, où on voit la scène qui se continue, puis même qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'elle se continue directement. Comme vous pouvez voir de la dernière case en bas, la première case en haut, il n'y a pratiquement aucun moment qui est fait, et qui est vécu. Et là, on continue, et j'ai eu la chance de pouvoir relever les mêmes types de dédoublement, le retour de ce mouvement qui cette fois-ci est un peu plus normal, mais qui est, Jake me le dira, peut-être pas parfaitement fonctionnel par rapport à comment un corps se porte. Vous avez encore très subtilement ici le dédoublement de l'individu et un dédoublement plus prononcé au niveau iconique ici. Donc, comme je disais, vous pouvez voir les deux pages, en fait les 4 pages se rappellent d'une façon très étrange pour illustrer ce trip-là. Là, j'ai fait plein de jokes de trip, mais là, Stanley et Marc sont plus là. Oui? C'est quoi le Magic Mirror dont vous parlez du temps? Ben, en fait, c'est une substance qui est quand même très mystérieuse pour les non-initiés par rapport à Invisible. Il fait concevoir le Magic Mirror comme l'espèce d'affaire que Neo manipule dans le Matrix. Moi, c'est mon coupe, mon shortcut! Yes! C'est mon shortcut que j'utilise. Essentiellement, c'est une substance cosmique qui est faite dans l'unisson des deux réalités parallèles superposées l'une par-dessus l'autre. Je vais revenir plus tard parce que définitivement, Invisibles apparaîtra dans mes exemples. Il peut être vomi par des transsexuels chamaniques brésiliennes ou il peut être manipulé par des lois, des sorciers, Oungan, rappers, Freedom Fighter. Je vais revenir parce que définitivement, j'ai de quoi parler.
Le prochain exemple, et vous allez voir, il y a vraiment une progression thématique, on va aller parler de Body World de Dash Shaw, qui a été publié entre 2008 et 2009 sur son blog, et qui a été, en 2010, imprimé sur support papier. C'est un texte extrêmement étrange, qui nécessite un synopsis. C'est un chercheur, décrit de manière trop savoureuse pour le mettre par Gabriel Godette, qui était ici présent. Comme, en fait, le personnage principal est un heureux mélange entre le frère Marie-Victorin et Hunter S. Thompson, qui s'infiltre dans une petite communauté banlieusarde états-unienne afin d'expérimenter avec une plante qui offre des pouvoirs télépathiques aux sujets intoxiqués. Donc, nous avons ici, au point de vue plastique, la représentation superposée du parcours mental de chaque personnage, nous permettant, puis là, je vais la faire à mes qui sont pas là, nous permettant donc de comprendre la nature véritable du trip qui est en train de se vivre. Oui. Vraiment, vraiment, je l'ai dit que j'étais fan, c'est vrai. Donc, vous voyez ici la tête qui se transforme qui vient se reproduire et se loger dans le fond de l'esprit de ce personnage-là et vice-versa, le visage de l'autre. Et c'est de cette manière que Dasha a voulu illustrer les symptômes de ce trip hallucinogène qui mène les personnages à être capables de lire ou de sentir les pensées des autres. On continue à bande dessinée avec une expérimentation plus intime dans la chambre d'hôtel du protagoniste, où nous voyons ce véritable chevauchement des psychés illustré de manière fort complexe. Donc, il y a un très très bel extrait que je ne vais pas utiliser, mais parce qu'il nécessite une explication, où le personnage doit aller faire un doudou, et il va aux toilettes, et lorsque le doudou est expédié, il réalise qu'il n'a rien laissé dans le trône d'ivoire. Et là, on est là pour comprendre qu'il a, à cause de la substance psychotonique, absorbé le désir, le besoin ardent de défécation de la personne qui est à côté de lui. Et c'est ça que vous voyez. Bon, c'est pas le même exemple, mais je voulais dire doudou. Et là, vous avez les deux psychés, comme vous voyez, la superposition d'images qui se fait de façon quand même un peu complexe. Puisque là, bon, ils se touchent, comment ça se fait? Le personnage, en fait, n'a pas chaud au visage, elle a le chaud au visage, mais lui sent la chaleur émanée de ses joues, malgré qu'il n'en a pas. On voit, Dasha nous a indiqué « more flesh on the cheeks », donc il touche ses joues, mais il les sent comme s'il y avait plus de chair dessus. La superposition des images est très très importante pour décrire ça, parce que sinon on est complètement perdu. Et là, vous voyez cette espèce de chevauchement des mémoires, en fait, où le personnage doit commencer à raconter un rendez-vous qu'il a eu avec une professeure de l'école à une des étudiantes qui voit la case commencer à embarquer. Et ça, c'est rien, parce que les niveaux de lecture deviennent d'autant plus complexes lorsqu'on termine la bande dessinée sur une dérape considérable causée par l'absorption de la drogue par le village entier et la superposition de toutes les psychés du village. Vous voyez ici qu'il est pratiquement impossible de distinguer les événements chevauchés dans l'image. J'ai remarqué ici comment la bande dessinée perd de sa clarté et devient un objet quasiment illisible, ce qui vient soutenir les symptômes de l'expérience de la dite substance. Et là, bon, vous voyez, il y a trop. On est rendu, pour reprendre le vocabulaire que Jake nous a merveilleusement instauré dans sa présentation, on a trop de layers. On commence à avoir trop de dessins superposés un par-dessus l'autre. Ici, on a un véritable charabia visuel qui est indissociable par rapport à l'expérience des personnages qu'on connaît parce qu'on a lu le livre au complet. Ça, c'est là, bon, il y a des mères qui pleurent dans le lit, il y a du temps. C'est paralcoolique, j'imagine. Là, le monsieur, je pense qu'il est tout nu. J'aime ça, les grands formats, parce que tu peux commencer à vraiment voir. Si je vais arriver à un point d'interpréter quelque chose de vraiment cool, vous me le direz. Mais je vais continuer. Lisez, en fait, c'est super intéressant, puis je vais le faire juste pour les propos de la communication. Body World est très disponible et très dispendieux. Mais vous pouvez le trouver sur son site web, je pense que c'est www.dasha.com. L'affaire, c'est que la maison d'édition a fait un espèce de petit truc. Le dernier chapitre, il n'apparaît pas. Donc, vous n'avez pas le choix d'aller acheter des livres à 40$. Puis là, je sais que c'est filmé, mais je pense pas qu'il parle français, ça fait que ça doit être correct. Vous pouvez aller dans l'adresse en haut, et vous allez voir, c'est très simple, c'est dasha/bodyworld/chapter 1. Quand vous arrivez à Chapter 11, il y a Chapter 11 Part 1, vous pouvez faire taper manuellement, enlever le 1, mettez le tout, puis le chapitre il est là. Fait que c'est ça, je pense que je vais tout vous sauver 50$. Alright! Là, c'est juste trépide, on va parler d'Invisibles. Le 15e numéro du deuxième volume, une planche, en fait une double planche, plus particulièrement illustrée par Phil Jiménez.
Le synopsis va comme suit. Il s'agit d'un groupe terroriste, anarchiste, occultiste, punk, transsexuel, navigateur de la 4e dimension, cyborg du futur, collègue du marquis de Sade, marginaux, dernière incarnation du Bouddha, Freedom Fighters, et défendeur de la partie saine de notre réalité. Tous ces gens-là mis dans un merveilleux petit paquet de 5 personnes. Dans notre réalité qui s'infiltre dans une base secrète afin de récupérer les membres, un membre de leur équipe, kidnappé par l'armée de toutes les forces répressives inimaginables. Interrompu dans leur mission par la sécurité, un parasite psychotronique viendra se greffer à leur système de langage et causera une subversion de leur message, un brouillement dans le modèle de Jacobson, une corruption de leur réalité langage. Ce parasite vient escamoter leurs paroles de libération pour la subvertir en slogan consumériste. My tits spell anarchy. When's the movie? Des espèces d'évocations très claires de prendre la bande dessinée et de la faire passer dans le plus grand nombre de moulinettes commerciales possibles. Le monde se renverse et l'action de libération devient alors une parole d'esclavage. La dualité qui existe entre ces deux groupes, ceux qui libèrent et ceux qui emprisonnent, devient confuse, floue, ses référents perdus et sa mission corrompue. À ce sujet, Simon Brousseau ajoute qu'il y aura donc au cœur de la question de la drogue un rapport de force entre le désir et le manque, entre l'idéalisme et le plancher des vaches, comme si c'était deux états, comme si ces deux états étaient en fait les charges positives et négatives d'une même réalité. Il m'apparaît que cette citation est parfaitement illustrée par ces cases et devient très révélatrice lorsque nous passons ces planches à une analyse plastique. Dans la deuxième, l'analyse plastique, je ne l'ai pas faite, mais se résumerait essentiellement à ceci, qui est le véritable enjeu de la mission. Vous pouvez voir, c'est vraiment vous épurez les éléments, vous enlevez toute forme de référent véritable pour trouver avec un échiquier symptômes et leitmotivs qu'on voit souvent dans les bandes dessinées. En fait, Francis a utilisé la page couverture du 3e volume, The Invisible Kingdom, et dessus il y avait une espèce de pastiche de la scène du 7e saut de Ingmar Bergman, où deux personnages doivent jouer aux échecs pour la vie d'un autre. Et bon, la partie d'échecs continue la dissociation qui existe entre le noir et le blanc, la distinction qui existe entre le noir et le blanc est très très importante, est une thématique sous-jacente dans Invisibles. Je trouve que c'est extraordinairement illustré par le biais de l'usage des psychotroniques. Et j'en viens à mon dernier, qui est un exemple brillant et extraordinaire. Comment que je suis dans le temps? I'm good? On parle de Saga of Swamp Thing, le numéro 33, qui date de 1985. J'ai malheureusement pas la première page. Puisque la première page est essentiellement assez standard dans son analyse formelle, mais vous avez, dans l'histoire c'est très simple, c'est que le feu scientifique qui est maintenant devenu un pur avatar du Parlement des arbres, le Dr. Alec Holland, doit montrer une façon, doit vivre une espèce de communion, et là je ne passe pas mes mots, c'est véritablement une communion de par la nature avec la femme qu'il aime, Abby Arkham. Et ce qu'il fera à la page, qui est justement, c'est qu'il va lui offrir, tu avais le mot pour le tubercule. Il va lui offrir un fruit qui émane de son sein, donc clairement une image christique. Elle le mangera, et elle le mangera par confiance pour son thème, mais ne réalisera pas que ce tubercule comporte des substances psychotroniques. Et en fait, c'était l'effort maximal par Swamp Thing de faire vivre son expérience à la femme qu'il aime. On verra exactement la même chose, je crois, dans le 3e numéro de All-Star Superman, où Superman donne, c'est le 3e, où il donne le sérum à Lois Lane, que Lois Lane devient Superwoman dans la journée. Il y a quelque chose de très très beau ici dans l'usage des produits chimiques et des psychotropes pour unir les gens. Et là, vous voyez, la planche se transforme et devient, et là, vous voyez les pages, j'ai quand même une manière à l'illustrer, les pages sont comme ça. Donc le livre est comme ça, et là, vous voyez, il faut soudainement commencer à lire le livre de l'autre sens pour prendre l'entièreté du propos qui est illustré ici, en fait, qui est écrit par Lemore, qui est illustré par John Tottleman. Cette planche-là, moi, je la trouve un peu plus complexe à analyser. Celle-ci, non, pas celle-ci. Celle-ci, je la trouve pas mal plus simple. L'ingestion du fruit qui aurait poussé directement de la chair de l'être du marais, la dissolution des frontières de la perception à la manière des expériences avec psilocybe qu'aurait conduite Terence McKenna. Ici, on peut voir que la planche bascule, comme le personnage d'Abby Arkham, dans l'onirocosme introduit par les substances psychotroniques.
je reviens une fois de plus à Simon Brousseau, qui parle de cette manière du roman de James Frey, One Million Pieces. Dans ce cas-ci, la réfutation de la réalité n'est pas un acte nihiliste. Il s'agit au contraire d'une tactique de préservation de soi, les relations humaines étant pour lui aussi pratiquement impossibles à concevoir. Une citation directement du texte. More than everything, all I have ever wanted is to be close to someone. More than anything, all I have ever wanted is to feel as if I wasn't alone. Ce point-là et cette observation-là se porte tout aussi bien à la description du rite cannibale amoureux dans Swamp Thing, dans l'union des deux entités soudées ensemble par un solvant psychoactif. Là, l'analyse aussi nous porte à voir quelque chose que je trouve extrêmement inspirante. Et bon, dans le rapport avec l'écrivain et l'illustrateur, le dessinateur, je ne sais pas c'est qui le plus magnifique génie de ces deux hommes. Parle-moi quand même la réputation derrière lui pour l'aider. Est-ce que quand on regarde les éléments, comme j'évoquais en fait, quand on regarde les éléments qui sont purement plastiques, on se retrouve avec une analyse de planche qui ressemble à ceci. En fait, je pense que vous pouvez le voir, les deux mains s'entrecroisent, la case dans la noirceur, les deux points rouges. Et bon, évidemment, une analyse comme ça nous mène à penser, à concevoir la planche comme ceci. On a véritablement une entrée dans le crâne de Swamp Thing, on a une entrée dans sa psyché la plus profonde, puis là, bon, ça miroite un peu tout. En conclusion, ben, c'est ça, l'idée des psychotropes nous plonge dans un... nous plonge pas dans, mais sur une frontière qui existe dans notre réalité, entre le rêve et la réalité, si on peut dire. Est-ce que la bande dessinée est un bon vecteur pour être capable d'illustrer cette espèce de pays de l'entre-deux qui est aussi composé par deux parties? Ça serait peut-être pour cette raison que, de mon opinion, en fait, puis c'est comme ça que je vérifie mon hypothèse, la bande dessinée est le vecteur idéal pour décrire ces moments d'indescriptible. Ah oui, ben oui, il y avait ça là. Puis la fin, c'est ça. Là, vous voyez, ça, lorsque le... Évidemment, là, on a une espèce de genèse complète. Naissance, le champ primordial, primordial ooze, les continents, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé avec la panachée, si on veut de cette manière. La naissance, l'espèce de descente, la lave, et dans le centre, un cœur qui est à la fois biologique et à la fois agricole. Le vert, ben, comme tu disais, Francis le Rouge, le vert qui vient de se miroiter de manière extrêmement belle. Voyons, Écharpe, c'est des visages qui se regardent, qui forment une coupe. Qui forment, possiblement Écharpe, mais je sais que c'est un des tricks of the mind. J'ai remarqué d'ailleurs qu'une araignée tisse la toile de l'histoire. Ouais. C'est ça, tout est extrêmement compris et exécuté de manière de génie. Et avec cette conclusion-là du trip, on se retrouve à un retour, bon, comme je disais. La dynamique inverse qui se fait par rapport à la bande dessinée, on sort du champ panoramique, puis on rentre. L'autre affaire que j'ai omis de dire par rapport au champ panoramique, c'est que c'est un champ panoramique. On est pris, on est encarcané, si on peut dire, dans cette espèce de conception de la bande dessinée qui est faite. L'unité de page et tout, et Alan Moore et Todd Advent, quand ils décident de montrer une ouverture des portes de la perception, qu'on est capable de voir plus avec l'usage des psychotropes, ben là, on utilise la bande dessinée panoramique. On ouvre le spectre des sens humains. C'est ça. Oh yeah! Merci.